Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui fait partie d'une série sur les biodéchets organisée par la région Nouvelle-Aquitaine avec l'ADEME, que nous remercions de son soutien et la mise à disposition de la plateforme technique et les services déconcentrés de l'État, DD, CSPP, DRAF. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont répondu présent. En principe, nous devrions être une petite soixantaine. D'après les inscriptions, il y a environ la moitié d'institutionnels parmi nous et l'autre moitié qui vient des secteurs de l'enseignement et de la santé. Voilà un petit peu pour le public aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle quelques petites contraintes techniques. On a commencé à en parler un peu avant. Comment ça va se passer? Normalement, tous les micros doivent être éteints afin d'éviter les interférences. Nous avons avec nous Laurent Jarry à l'ADEME à Limoges qui veille et si besoin pourra intervenir directement auprès de vous. Voilà, vous pourrez poser les questions. Alors, puisque les micros sont coupés, hein, vous pouvez poser les questions par écrit à tout moment. Pendant les présentations, via le chat, c'est une petite fenêtre qui est en bas à gauche normalement sur votre écran. Et en fait, nous allons surveiller et rassembler les questions pour les poser à la fin aux intervenants. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments introductifs pour replacer le sujet dans le contexte général des déchets. Concernant la région, donc Bruno Bellini, chargé de mission région Nouvelle-Aquitaine, vous savez sans doute que la loi NOTRe a transféré la responsabilité de l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets aux régions. Cette procédure de planification a pour but de définir une stratégie de territoire cohérente qui répondent aux objectifs de réduction et priorités fixés au niveau national et accompagne les actions des différents acteurs locaux en charge de la prévention. La prévention est une priorité si l'on parle de la collecte, la valorisation et le traitement des déchets. Dans cette perspective, l'élaboration du plan est conduite depuis 2017 en associant les acteurs du territoire institutionnels, économiques, associatifs. La région Nouvelle-Aquitaine souhaite engager une dynamique en faveur de la transition écologique et l'économie circulaire. La région accompagne également les lycées, dont elle a la gestion, vers une démarche exemplaire dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets, notamment des biodéchets. Les biodéchets représentent une part importante de nos déchets, surtout une part sur laquelle on peut beaucoup gagner dans la dynamique de réduction à mettre en place. L'objectif de cette série de webinaires maintenant est de donner une série de clés à tous les établissements, plus généralement de l'enseignement et de la santé, dont la restauration est productrice de biodéchets, mais aussi éventuellement aux autres établissements de la restauration collective ou commerciale. Les webinaires s'adressent aux décisionnaires, aux gestionnaires, au personnel de cuisine et aussi à d'autres personnes référentes ou impliquées dans le développement durable des établissements. Mais aussi éventuellement au personnel des espaces verts, le broyage et le compostage pouvant être en lien avec la gestion des biodéchets et de la restauration. Maintenant, je résume le message de Sandrine Véniche, en fait, qui devrait intervenir dans le webinaire, mais est absente aujourd'hui. Donc pour cette introduction, justement, avec, pour commencer, une définition des biodéchets. Donc voilà, les biodéchets sont des déchets biodégradables de jardin ou de parc, déchets alimentaires ou de cuisine, issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Voilà, ça c'est la définition réglementaire. Ça contient quoi concrètement pour la restauration collective? Ça contient des restes de préparation de repas, des restes de repas non consommés, des produits alimentaires périmés, et des huiles alimentaires usagées. Ça aussi, c'est important à savoir. Alors évidemment, on a aussi tout ce qui est déchets de jardin, mais aujourd'hui, on se concentrera sur les déchets de cuisine et de table. Les déchets verts concerneront un autre webinaire. Voilà. Êtes-vous concerné par les biodéchets et la réglementation les concernant? Depuis 2016, les grands producteurs sont obligés de trier et valoriser les biodéchets. La loi généralise cette obligation à tous les producteurs d'ici 2025. Alors les gros producteurs, ça signifie une production de biodéchets supérieure à 10 tonnes par an actuellement depuis le 1er janvier 2016 ou 60 litres par an d'huile alimentaire usagée.
Mais bon, on le voit hein, à moyen terme, tout le monde est concerné, ce qui nous fait dire que les gros producteurs ne sont plus seuls. À double titre, ceux-ci ne sont plus seuls parce qu'également, il faut savoir que sur vos territoires, alors j'arrive pas à passer, c'est curieux ça, elle passe pas la suivante, je sais pas ce qui se passe, ah ça y est. Il faut savoir que, en fait, sur un territoire où l'intercommunalité ou un syndicat en charge de la collecte est engagé dans les programmes de prévention des déchets ménagers, une bonne partie d'entre eux est même engagée dans une démarche plus ambitieuse de zéro déchet. Vous voyez sur la carte que la plupart des territoires de Nouvelle-Aquitaine participent à des programmes et contrats qui sont soutenus par l'ADEME. Ces territoires ont en fait les mêmes réflexions que vous, dans l'objectif de mieux gérer et moins produire de biodéchets. Ils ont développé une animation auprès des acteurs. Donc vous avez intérêt à les rencontrer afin d'échanger sur les besoins et solutions, d'examiner des opportunités ou des savoir-faire à capitaliser. Enfin, un petit retour sur l'aspect réglementaire avec des objectifs et priorités. Vous savez que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc la loi a donné la priorité à la prévention, ce qui se traduit par des objectifs de réduction, fait partie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans ces détails puisque c'est l'objet du webinaire, Véronique et Dorothée ils vont y revenir. Cela se traduit également par des objectifs de valorisation, si le déchet ne peut être évité, afin de ne plus terminer sa vie dans les installations de stockage des déchets, ce qu'on voit dans la colonne de gauche. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est la hiérarchie des modes de traitement. C'est ce graphique en forme de pyramide. Priorité à l'évitement de la production des déchets, donc on a tout ce qui est réemploi, réutilisation, troc, don, avant de passer à la gestion proprement dite d'un déchet avec la collecte et la valorisation, le recyclage, autres traitements. Cette hiérarchie se décline pour les biodéchets, comme exposé dans la colonne de droite, qui sera détaillée, qui sera reprise tout à l'heure aussi par Véronique. Véronique Bernard, qui va gérer la suite de ce webinaire. Alors, à signaler toutefois une particularité pour les biodéchets, possibilité qui existe de gérer en interne ou en proximité, via le retour à la terre, ce qui peut encore être considéré comme de la prévention dans la mesure où il n'y a pas abandon de ce qu'on appelle finalement une ressource à la collectivité. Voilà. Et ça, ce sera l'objet aussi d'un autre webinaire. Donc voilà, notre série de webinaires va focaliser sur chacun des étages de cette hiérarchie et faisant appel à chaque fois à un expert du sujet et une personne impliquée sur le terrain qui illustrera ses propos par son expérience. Aujourd'hui, donc, sur le gaspillage alimentaire, nous accueillons Véronique Bernard, chargée de mission ADEME, et Dorothée Despagne-Gerty, directrice du CREPAC. Je vous laisse la parole, mesdames. Et je vais rendre la main. Donc, Véronique Bernard, donc je suis chargée de mission lutte contre le gaspillage à l'ADEME. Je propose en 2 mots de présenter l'ADEME pour ceux parmi vous qui ne... Donc l'ADEME est un EPIC en charge de mettre en place la politique du gouvernement en matière d'environnement sur des thématiques très ciblées qui sont le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets, la pollution de l'air liée au transport. Donc nos actions vont de l'aide au conseil à l'investissement, à l'aide à l'investissement, jusqu'au soutien de programmes de recherche et d'innovation. Et nos programmes d'intervention s'adressent aux collectifs et associations, c'est-à-dire à tous les acteurs de la vie économique. Donc avec Dorothée Despagne-Gerty, nous avons organisé notre intervention en 2 parties. La première partie que je traite pose le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, réglementaire, contextuel. Et puis la seconde partie, qui est traitée par Dorothée Despagne-Gerty, aborde de manière très concrète la mise en place de démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Voilà ce qu'on vous propose ce matin. Là, sur cette diapo, en fait, on présente un peu le pourquoi de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on est tous d'accord pour dire que le gaspillage alimentaire est un non-sens. Savoir qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année nous alerte. Ça correspond à 1,3 milliard de tonnes de déchets par an et à 200 milliards de repas gaspillés. Voilà, donc je vous informe. Et ces chiffres nous marquent et posent bien le cadre et le contexte. En France, c'est aussi 20 à 30 kilos par an et par habitant de nourriture qui sont gaspillés, dont 100 kilos encore emballés. Le gaspillage alimentaire a un fort impact sur la production de gaz à effet de serre et donc un impact sur l'environnement. Plus globalement, la part de l'alimentation dans la production de gaz à effet de serre est égale à la part des logements et des transports. N'imaginez pas que l'alimentation soit aussi importante que les transports en matière de production de gaz à effet de serre. Donc gaspiller, c'est aussi, ou produire, c'est aussi dégrader les sols, c'est consommer de l'eau, des rejets de polluants dans les cours d'eau, dans les sols. C'est aussi réduire la diversité écologique. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est protéger les sols, protéger la faune, la flore, c'est aussi protéger sa récolte. Ensuite, on vous propose une définition du gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? C'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire de la production à la consommation, est perdue, jetée, dégradée. Dans quelques éléments sur des repères réglementaires sur le gaspillage alimentaire. On a commencé à s'intéresser en fait au gaspillage alimentaire à partir de 2013. En 2013, au moment où est sorti le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui fixe des objectifs de diminution du gaspillage alimentaire de 70% d'ici 2025 et qui propose aux acteurs de s'engager, notamment les acteurs publics. Le 28 août 2014, le programme national de prévention des déchets pour la période 2014-2020 est adopté. Et ce programme national de prévention des déchets prévoit un axe fort consacré au gaspillage alimentaire. Ça, c'est important parce que ça veut dire que toutes les collectivités qui sont engagées dans le programme de prévention travaillent et mobilisent et sensibilisent les habitants et les acteurs de leur territoire à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, en août 2015, la loi sur la transition énergétique, plus globale, prévoit un objectif de moins 10% des quantités de déchets ménagers assimilés par habitant d'ici 2025, généralise le tri des biodéchets des gros producteurs aussi d'ici 2025. Aujourd'hui, c'est une obligation. Ça va l'être également pour tout le monde, tous les usagers, les ménages. La loi sur la transition énergétique aussi prévoit une obligation pour l'État et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales de mettre en place des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de leurs services de restauration collective. Et c'était avant le 1er septembre 2016. Dernier repère réglementaire, voilà, qui a toute son importance, c'est la loi du 11 février 2016. J'ai un souci pour ajouter, qui hiérarchise en fait les actions à mettre en œuvre, c'est-à-dire d'abord on fait de la prévention du gaspillage alimentaire, on diminue, on met en place des programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire, on sensibilise le grand public,
Ensuite, on peut utiliser les invendus propres à la consommation humaine en les transformant ou en les donnant. Le don a fait l'objet du premier webinaire d'ailleurs. Cette problématique du don est renforcée par les États généraux de l'alimentation qui ont eu lieu l'année dernière, puisque pour les restaurants collectifs, les collectivités, l'État, c'est une obligation de mettre en place le don. Ensuite, c'est la valorisation destinée à l'alimentation animale. Puis enfin, l'utilisation des déchets d'alimentation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment la méthanisation. Je voulais vous présenter la répartition des pertes et gaspillages en poids sur toute la chaîne alimentaire. On s'aperçoit que c'est au niveau de la production et de la consommation que l'on gaspille le plus. Donc c'est vraiment sur la sensibilisation du public et en amont sur la production qu'il faut concentrer nos efforts. Sachant que la restauration collective s'intègre dans la consommation. Voilà, bien sûr. Ensuite, sur l'illustration à droite de la diapo, on voit que le gaspillage est plus important en restauration collective et commerciale que chez soi. On gaspille en gros 4 fois plus en restauration collective et commerciale qu'à son foyer. 138 grammes par personne par repas en restauration, contre 32 grammes par personne et par repas au domicile. Alors, bon, ça c'est des comportements qu'on peut comprendre. C'est vrai que quand on est dans un restaurant collectif, on est dans un certain on n'apprécie pas toujours les aliments qui sont servis. Il peut être aussi une question de présentation. L'ambiance aussi dans laquelle sont parce que même la consommation, le gaspillage est très important dans les ménages, l'action à mener est importante aussi dans la restauration. Je voulais vous présenter un focus du gaspillage alimentaire en restauration collective, puisque on s'aperçoit, alors ce tableau est assez intéressant parce qu'il présente par type d'établissement une moyenne des pertes et gaspillages en grammes par personne et par repas. Donc on constate qu'effectivement c'est dans les établissements de santé, hôpital et EHPAD que le gaspillage est très important. Donc, par rapport à l'état voilà, des personnes, on sait que les personnes âgées ont pas mal de soucis de dénutrition, de perte de goût, donc c'est un peu évident que ce soit dans ces établissements-là qu'il y ait le plus de gaspillage alimentaire. Après, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des écarts en fonction de l'âge aussi, hein, des jeunes. Le gaspillage alimentaire, évidemment, a un coût. Un coût direct qui est estimé à 27 centimes d'euros par repas. Et un coût qui intègre les matières premières, l'énergie dépensée, main-d'œuvre et déchets, et de 68 centimes d'euros par repas. Un dernier focus un peu, savoir dans la restauration collective exactement où se trouve le gaspillage alimentaire. Donc au niveau de la transformation, au moment du service, au sel, c'est à la fin de la consommation. Voilà. Donc ça donne un ordre d'idée des stades en fait où se situe le gaspillage et pourquoi. Voilà. Donc si on prend par exemple les stocks, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des erreurs de manipulation et de stockage, une gestion non planifiée. Voilà. Au niveau de la préparation, une surévaluation des quantités cuisinées, ainsi de suite. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous présenter au niveau du cadre général sur le gaspillage alimentaire. Et donc maintenant, on va voir comment réduire ce gaspillage alimentaire, et c'est Dorothée qui va vous présenter. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, avant de commencer justement la présentation sur un peu la partie plus concrète, je vais juste vous présenter très brièvement le CREPAC, hein, qui nous sommes. Donc, si la slide veut bien s'afficher. Merci. Donc, le CREPAC, ça veut dire Centre Ressources d'écologie pédagogique en Nouvelle-Aquitaine. Ah, ça va aller trop vite. Nous sommes une association. On est une petite équipe, 6 salariés et 6 volontaires en service civique. Et de façon globale, nous œuvrons pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous intervenons sur des sujets assez variés et le gaspillage alimentaire est un de nos gros chantiers. Nous avons une spécificité au CREPAC, c'est que nous avons créé et animons depuis sa création le Régal Nouvelle-Aquitaine, donc qui signifie réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, qui a pour but justement de mobiliser l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et c'est à ce titre-là que nous avons été intervenir aux côtés de Véronique de l'ADEME. Voilà, donc moi je vais commencer ma présentation par comment initier une démarche anti-gaspi. Donc la méthodologie que je vous présente, c'est celle de l'ADEME, hein, qui est disponible dans leur guide pratique. Donc la méthodologie est assez simple, elle se compose de 3 phases. La première phase, qui est indispensable, établir un diagnostic. C'est indispensable de savoir d'où on part. Cette phase-là se compose de 2 parties complémentaires, une approche qualitative et une approche quantitative, mais que j'ai détaillée par la suite. La phase 2, donc là, consiste à mettre en place un plan d'action qu'on va pouvoir justement identifier suite des diagnostics que nous aurons fait précédemment. Là, l'idée, c'est de vraiment identifier des actions qui soient adaptées à chaque contexte et aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Bien évidemment, ça serait beaucoup trop simple s'il y avait des préconisations qui soient les mêmes pour tout le monde. Voilà, vous savez tous que on a tous des comptes spécifiques par rapport à son établissement, à son fonctionnement, d'où l'importance d'avoir ce diagnostic à la base. Et la phase 3, qui consiste à faire pérenniser cette démarche anti-gaspi, tout simplement, il faut évaluer les actions qui ont pu être mises en place et puis poursuivre la démarche de l'approche quantitative qui consiste à réaliser des pesées pour justement mesurer l'impact des actions que vous aurez pu développer. Alors, je reviens donc sur la phase 1, donc la phase diagnostic. Donc je vous l'ai dit, elle se compose de 2 approches. L'approche qualitative, donc là, ça consiste à analyser les pratiques ayant une influence sur le gaspillage alimentaire. Donc ça va se faire aux différents postes. Voilà, je centralise mon intervention sur la restauration collective parce que bien évidemment, dans les unités de soins, dans les services de soins, c'est bien spécifique et là, ça nécessite un diagnostic particulier. Donc en restauration collective, par exemple en cuisine, donc on va analyser les pratiques au niveau du fonctionnement des cuisines, au niveau de la construction des menus, des commandes, du nombre de convives, des quantités préparées, de l'ambiance du réfectoire. Tout à l'heure Véronique en a parlé. C'est vrai que c'est important les conditions dans lesquelles le repas va être pris. Donc là j'ai un peu anticipé sur le service. Bon. Donc au niveau du service, donc ça va être les quantités servies, la présentation. Au niveau de la consommation, ça va être les retours convives, le temps qui va être dédié à la prise du repas, et puis bien sûr la gestion des déchets, donc les restes, le coût que ça engendre, les quantités de déchets produits. Et il y avait un chef avec lequel j'ai échangé qui m'avait dit que la démarche, elle débute d'abord par regarder ce qu'il y a dans ses poubelles. Là, il va y avoir vraiment un électrochoc et ensuite, il va y avoir une réflexion plus globale sur comment on peut réduire ce qui va finalement être mis dans les poubelles. Donc pour vous aider dans cette phase diagnostique d'approche qualitative, donc le CREPAC a mis à disposition dans le cadre d'animation du Régal Nouvelle-Aquitaine une trame pour réaliser un diagnostic qui est disponible dans le kit de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination de la restauration collective. Donc vous pouvez vous en servir, il a été créé pour ça. Et de toute façon les différents liens des documents dont on a évoqué avec Véronique au long de notre présentation seront à l'issue de ce webinaire. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, ça vous donne un petit questionnaire à remplir pour un peu dégrossir la situation.
Ensuite, après l'approche justement qualitative, vient l'approche quantitative. Donc là, ça consiste essentiellement à réaliser des pesées. Donc il existe différents types des pesées. Les pesées déjà, c'est peser les quantités de déchets qui sont produits à l'issue d'un service. Il y a des pesées poussées. Donc nous, c'est vrai que c'est ce qu'on recommande, mais après c'est complexe à mettre en place. Pour autant, c'est pertinent parce que ça va vous permettre d'avoir des estimations financières du gaspillage. Réaliser des pesées poussées, ça consiste à peser par composante de repas tout ce qui va être récupéré pour ensuite comparer ça au coût des denrées. Et du coup, de cette façon, on peut avoir une estimation financière précise sur un repas donné et idéalement sur plusieurs repas donnés du gaspillage que vous avez produit. Vous pouvez également réaliser des pesées simples. Donc là, si on pèse tout simplement tous les déchets alimentaires qui permettent d'avoir une estimation des volumes jetés, ce qui est déjà un début. Quel que soit de toute façon le choix des pesées que vous réaliserez, il est important d'impliquer systématiquement l'équipe de restauration. De toute façon, une démarche comme celle-là, c'est important que ça soit porté par un maximum de personnes dans l'établissement. Donc vous avez à la droite de cette slide-là différents documents, donc notamment un protocole de pesée qui vous liste tout le matériel nécessaire à prévoir pour réaliser correctement ces pesées, des consignes à afficher pour l'équipe cuisine et pour l'équipe en dessert, et tous ces documents-là, pareil, sont disponibles dans le kit et vous pourrez vous en emparer sans souci. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant toute nouvelle démarche, il est indispensable de savoir ce que l'on jette et en quelle quantité, savoir d'où on part. Donc ça nécessite forcément de passer par cette étape de pesée. Donc une fois que nous avons fait la phase diagnostique avec l'approche quali et l'approche quantitative, nous allons passer à la phase 2, donc analyser ce que nous avons constaté et mettre en place des actions. Donc là, je vous ai listé quelques exemples d'actions à mettre en œuvre en restauration collective par poste. Donc au niveau de l'approvisionnement, ce qu'on recommande, c'est de privilégier les produits locaux et de saison. C'est aussi redonner du sens à l'activité même de restauration, cuisiner des produits de saison, des produits aussi qui ont du goût. Valoriser ces produits-là, c'est aussi inciter les consommateurs à être un peu plus vigilants et à notamment avoir conscience de la qualité qu'on leur propose. Au niveau de l'organisation, alors en établissement scolaire, c'est un exemple parce que ça fait cruellement défaut dans bien des établissements, c'est mettre en place un calendrier commun entre la vie scolaire et l'équipe de restauration. Je vais prendre un exemple qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, c'est que quand il y a des voyages scolaires qui sont organisés, ça arrive encore que les services de restauration ne soient pas prévenus et qu'ils se retrouvent avec 30 repas qui ont été préparés pour rien alors que les élèves, c'était prévu depuis 2 mois, ne déjeuneront pas sur place. Donc voilà, ce sont des genres de comportements qu'il faut faire évoluer et d'où l'importance que le plus grand nombre de personnel dans l'établissement soit impliqué dans cette démarche anti-gaspi. Au niveau de la préparation, avoir un travail sur la présentation des plats. On parle de restaurant scolaire, on parle plus de cantine, donc il y a vraiment cette notion aussi on mange aussi avec les yeux. On en parle assez souvent quand on discute avec les enfants, donc donner envie aux convives de passer à table, échanger aussi avec les élèves afin de mettre en adéquation les plats et les goûts des convives. Ça peut être des fois tout simplement un problème d'assaisonnement. Un exemple aussi tout bête, c'est découper les fruits. Ça va être valable pour peut-être les enfants plus jeunes qui vont avoir du mal à couper une pomme avec des couteaux qui ne coupent pas, alors que leur proposer des fruits découpés, ça va favoriser la consommation de fruits et peut-être que plus de convives, et ça c'est aussi valable pour les plus grands, vont goûter des fruits qui n'ont pas forcément envie de manger une pomme en entier ou ce genre de choses. Et puis au niveau du service, ça peut être mettre en place un affichage grande faim, petite faim. On a tous un appétit qui varie même d'un jour à l'autre. C'est pareil pour chaque individu. Utiliser un salad bar, privilégier aussi des assiettes plates et à petit diamètre que des assiettes creuses où on a tendance à un peu trop remplir alors que du coup le volume qui est proposé est beaucoup trop important par rapport à la consommation réelle du convive. Donc,
avec Véronique, on s'était dit que ça peut être intéressant dans cette phase 2 de faire des petits focus sur des actions spécifiques. Donc on a retenu l'action sur le gaspillage du pain, hein, qui est très culturel, mais c'est vrai que c'est central et il faut commencer par là quand on met une démarche anti-gaspi chez nous, en France. Donc ça peut être tout simplement réaliser un gacimètre de pain. Cet outil, donc il peut être très élaboré comme il peut être basique, hein, je vous donne des illustrations. L'idée c'est de marquer les convives, c'est un outil de communication et de sensibilisation auprès des convives sur leur consommation du pain et puis mettre en place un dialogue avec eux sur ce pain qu'ils ont jeté et les faire réfléchir sur leur prochaine consommation pour le prochain repas. C'est aussi mettre en place le pain en fin de ligne de self. Puisque en début de self, on ne sait pas ce qu'on va avoir, ce qui va nous être proposé, tout le monde ne lit pas le menu, et au cas où c'est humain, on prend un petit bout de pain. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même, maintenant, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est mis en place. Quand l'organisation, la configuration du self le permet, en général, c'est mis en place. Proposer aussi du pain tranché et en nombre limité, avec bien sûr possibilité de se resservir, remplir les panières de pain au fur et à mesure du service, et pas tout de suite découper du pain qui de toute façon après va sécher et pourra plus être réutilisé, et cuisiner le pain non servi le lendemain ou les jours suivants. Voilà, à partir du moment où ça n'a pas été servi, ça peut être réutilisé, mais il ne faut pas que ça a été tranché. Ensuite, autre exemple sur lequel on a un petit peu insisté, donc c'est la création de liens et valoriser le travail des équipes. C'est pareil, ça paraît tout bête, mais réaliser des étiquettes avec les noms des équipes, établir un organigramme pour créer du lien entre le convive et l'équipe qui va les servir. Ça paraît peut-être pas évident comme ça. Pour autant, mettre de l'affectif et du sens dans un échange humain va donner davantage d'importance au produit qui va vous être servi, et c'est quelque chose qui petit à petit va faire évoluer le comportement des convives. Communiquer aussi sur le fonctionnement des cuisines. On a un problème technique. Bon, je continue quand même parce que je vois que le temps file, donc je continue. Bon, vous aurez la suite bientôt. Au FAPAC, on a accompagné plusieurs établissements scolaires à mettre en place justement des actions sur ce sujet, et on a constaté, quand on faisait les diagnostics, que beaucoup de convives ne connaissaient pas le fonctionnement des cuisines. Ça paraît aberrant, mais il y en a certains, ils pensent qu'ils arrivent à 11h, qu'ils mettent au micro-ondes, qu'il faut réchauffer, c'est un peu comme à la maison, alors que c'est loin d'être le cas. Donc c'est nécessaire de communiquer sur tout le travail fourni par l'équipe pour valoriser leurs actions du quotidien qui n'est pas simple, et c'est dommage vraiment de ne pas passer par là. Et puis de diffuser, de valoriser les composants des menus. Alors ça peut être des menus de saison, des menus à thème, mais voilà, donner envie aux convives de venir dans le restaurant. Je poursuis, c'est revenu. Ouais. Bon. Et la phase 3, donc là, qui consiste à vérifier l'impact des actions qu'on aura pu mettre en place. Donc c'est toujours cette notion d'évaluer l'efficacité de nos actions en organisant notamment de nouvelles pesées. Attention sur des menus identiques, similaires aux pesées précédentes, parce que ça sert à rien de comparer un menu où vous avez eu steak haché frites et un menu où vous avez poisson carotte bifi. Je prends volontairement des exemples très éloignés, mais pour que vous compreniez bien l'importance de faire des pesées sur des menus, à défaut d'être les mêmes, qui s'en rapprochent. On peut bien sûr associer les convives à ces pesées-là. En général, c'est quelque chose qui interpelle et qui plaît. Donc vraiment, pas avoir peur que ça n'emballe pas les gens. Enfin, nous, on a fait beaucoup d'accompagnement et à chaque fois, on avait des volontaires. Fallait même refuser. Et ensuite, après comparaison des résultats, on voit si on poursuit les actions, si on les réoriente, si on en développe d'autres. Voilà, c'est toujours cette notion de constamment surveiller ce que ça donne et ne pas rester comme ça dans une situation attentive. Et donc on arrive à la fin. Donc pourquoi agir? Donc si bonnes raisons, faire des économies sur les achats de denrées et sur la gestion des déchets, ça tu l'as très bien dit en début de présentation. Améliorer l'équilibre alimentaire aussi des repas consommés par les convives, puisque c'est bien de vouloir respecter à tout prix les recommandations de GEMRCN, mais si c'est au final pour qu'ils ne mangent rien, se reposer des questions un petit peu et voir comment leur redonner envie et leur proposer des repas plus équilibrés dont on soit sûr qu'ils les consomment.
éviter de nouvelles obligations réglementaires en tant que gros producteur de déchets organiques, mobiliser en interne autour de projets liés à l'alimentation, puisque le gaspillage alimentaire est un levier pour progressivement aller vers une alimentation durable et de qualité, créer des échanges entre les équipes et les convives, ça peut aussi être l'occasion d'organiser une dynamique de territoire. Et voilà, parce que la photo que je vous ai mise en illustration, je trouve, est très parlante. C'est un non-sens total de produire des repas pour nourrir les poubelles. Donc voilà. Je pense qu'on a tenu le délai. Voilà, donc on a fini notre présentation avec donc les outils. En dernière diapo, voilà. on vous a présenté quelques outils utiles pour mettre en place des démarches dans vos établissements. Voilà. Bon, merci. Merci. Oui, merci Véronique, merci Dorothée. Maintenant, nous allons pouvoir passer à un temps d'échange. Laurent et moi avons observé déjà les questions qui sont passées sur le chat pendant vos interventions. Vous pouvez continuer bien sûr à en poser. Hein. On a combien de temps là? On a à peu près, oui, on a 10 minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai vu moi? Il y a quelqu'un qui demandait les supports les supports PDF. Alors, je crois que Laurent les a envoyés individuellement à quelques-uns d'entre vous qui avaient des problèmes d'écran, mais par contre, vous inquiétez pas, les supports seront transmis. Hein, plus tard, on va vous écrire pour vous demander votre avis d'ailleurs aussi sur les webinaires et on vous transmettra d'ailleurs le support. J'ai vu aussi une question qui ne concerne pas forcément nos intervenants puisque ça parle de dons alimentaires. Donc là on sort un petit peu, on précise le sujet. C'était comment organiser les dons. Oui. Alors ça c'était l'objet d'un webinaire qu'on a déjà fait, mais qui sera en ligne, qui sera visionnable bientôt. Donc vous pourrez avoir des détails sur ce sujet-là. Et la personne parlait également des contraintes réglementaires. Donc là, on aura un webinaire plus tard sur ce sujet-là qui parlera notamment du don animal et des contraintes contraintes réglementaires. Voilà, par la rentrée. Donc voilà pour ces questions-là. Alors sinon, j'avais quelqu'un qui a demandé où peut-on se procurer le kit de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors le kit de toute façon, voilà, il est dans la liste des outils que Véronique vous a évoqué tout à l'heure. Donc il est disponible sur le site du Régal Nouvelle-Aquitaine. Mais voilà, j'ai mis le lien d'accès donc dans la dernière slide, donc vous pourrez le récupérer sans problème. Quelqu'un qui parlait des affiches, c'est pareil, ça fait partie? Oui, tout à fait. Alors le kit est composé de plusieurs parties et une partie qui est dédiée à la communication, à la sensibilisation des convives, où là on vous propose différentes affiches qui existent déjà. On a juste regroupé tous les supports qui étaient à votre disposition. C'est pas exhaustif, mais il y en a quand même un certain nombre dans le kit. Après, ça peut aussi inspirer les établissements pour créer eux-mêmes leurs affiches. C'est tout à fait... les établissements l'ont déjà fait, ça. Aussi, vous pouvez en trouver aussi sur le site Ça suffit le gâchis. Vous pouvez aussi en trouver sur le site de la DRAF. Il y a même des vidéos qui sont assez sympas à projeter dans les restaurants ou d'entreprise. Voilà. Alors j'ai une autre question là. Y a-t-il des retours d'expérience dans des établissements de santé en région? Je sais pas qui souhaite répondre. Oui, effectivement, il y a plusieurs établissements dans la région qui ont engagé des démarches. Il y a le centre hospitalier de Niort, Saint-Onge aussi. Il y a l'hôpital de Dax, le CHU qui a engagé une expérimentation, CHU de Bordeaux, pardon, qui a engagé une expérimentation en liant gaspillage alimentaire et problématiques de dénutrition. Il y a aussi, de réfléchir, sur l'hôpital la clinique de Saint-Georges un EHPAD aussi
en Charente qui ont engagé une démarche de mise en place d'action. Il y a un EHPAD en Gironde aussi, il y a Tour du Pin, à Saint-André-de-Cubzac. Voilà, il y a un EHPAD à Saint-André-de-Cubzac aussi. Il y a aussi une clinique privée et un EHPAD associé qui ont engagé une démarche dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc effectivement, il y a pas mal d'initiatives. Oui. D'ailleurs, la DRAF, l'ADEME et l'ARS organisent le 22 novembre à Bordeaux une journée dédiée à ces problématiques d'alimentation, de santé et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, à laquelle vous êtes cordialement invités. Ça aura lieu à Bordeaux, et ça plus précisément. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à faire dans le domaine de la santé. La Recita, qui est la plateforme économie circulaire régionale, prévoit aussi de s'intéresser au sujet. Et là, ce sera plus tard, hein, enfin, on sera en 2019, mais il y aura également des rencontres à ce sujet-là. Tout à fait. Alors cette journée, autre question. Pardon. Bien sûr, il y aura énormément de témoignages des différentes expériences qui ont été menées. Cette journée, elle sera organisée sur 3 thématiques. Bien se nourrir, avec un focus sur la dénutrition, bien s'approvisionner et moins gaspiller. Voilà. Ça, c'est la charte. C'est la charte. Les éléments d'une charte, d'ailleurs, je ne me souviens plus exactement du nom de cette charte, c'est dommage, je ne l'ai pas là. Pour les établissements de santé. Oui, c'est pour les établissements de santé, spécifiquement. Très bien. Je vois une dernière question, parce que là, il est bientôt l'heure. Quelles actions propose le CREPAC auprès d'adolescents? Nous avons engagé un programme d'action avec 11 collèges, donc je suppose que c'est quelqu'un qui représente un département, ça. Des intervenants extérieurs pourraient appuyer notre démarche. Alors là, effectivement, le CREPAC peut intervenir, mais je vous conseillerais surtout de vous rapprocher des acteurs de votre territoire. Sur chaque territoire, il y a des structures associatives qui sont présentes. Donc renseignez-vous déjà auprès d'eux. Il y a les syndicats départementaux aussi ou de déchets proposent pas mal d'outils pour intervenir dans les établissements. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est des sensibilisations ponctuelles? Est-ce que c'est une démarche plus globale d'accompagnement de l'établissement scolaire avec justement cette phase pesée diagnostic? C'est à vous de voir un petit peu l'énergie que vous êtes prêt à consacrer sur cette action-là. Mais de toute façon, même si vous avez finalement peu de temps et peu de moyens humains, il y a des choses à faire de toute façon. Soit vous tout seul, en allant un petit peu voir dans le kit qu'on vous met à disposition, soit avec les structures locales, qu'est-ce qu'elles peuvent vous proposer. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, vous pouvez contacter Dorothée, le CREPAC directement. Et si j'ai bien compris, c'est l'intérêt du réseau Régal, c'est-à-dire qu'ils pourront éventuellement vous renvoyer voilà, vers des associations qui sont plus proches de vous. Absolument. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on va pouvoir arrêter. Laurent, t'as vu des questions que j'ai pas vues? Moi, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, mais il nous reste surtout à vous remercier. Je rappelle donc que les webinaires sont enregistrés et que vous pourrez les revoir bientôt en ligne. Donc là, le premier qui a eu lieu la semaine dernière, c'est pas encore en ligne. Donc il y a peut-être une mise en place qui va prendre un petit primeron assez rapidement. Vous pourrez les revoir et les partager à des personnes que ça intéressait, qui n'auront pas pu être présentes aujourd'hui. Donc nous espérons que les webinaires répondent à vos attentes et voilà, que vous vous inscrivez au suivant. Le prochain, c'est vendredi le 18 à 9h30 sur la gestion des biodéchets, gestion interne, gestion externe. Voilà. Et puis après, on en prévoit, on en imagine d'autres pour la rentrée, la rentrée de septembre.
Voilà, merci à nos intervenants, merci à l'ADEME pour la logistique, et puis au revoir, bonne journée à tous. Bonne continuation, au revoir. Au revoir. Merci.